L'histoire commence avec une lumière vive illuminant l'écran. Un curseur appelant une interface informatique survole ce qui semble être un champ de bataille, signalant que les événements qui se déroulent se situent dans un jeu. Monde perdu est un jeu de simulation et de stratégie, en accès anticipé, que notre protagoniste, Choi 5, apprécie beaucoup. Non seulement il l'apprécie pour son divertissement pendant son temps libre, mais il était également devenu un maître à la matière. Dans chaque partie de Monde perdu, 32 joueurs agissent en tant que dieux, ayant pour tâche de se battre les uns contre les autres, tout en développant diverses races, telles que les humains, les elfes, les orques et les autres en une civilisation moderne. Maintenant, la partie atteignait son paroxysme et les armées des deux derniers joueurs se heurtaient dans une bataille ultime pour la première place. Sur un champ de bataille enflammé, les deux armées se préparèrent au combat, attendant le commandement de leur dieu. Leurs bannières flottaient dans le vent et leurs lances scintillaient à la lueur des flammes. La bataille décisive était sur le point de commencer. Dès que le commandement en avant fut entendu d'en haut, les armées entrèrent en mouvement, criant le nom de leur divinité, Nebula, qui était le surnom de jeu du protagoniste. Ils se précipitèrent à l'attaque et l'armée adverse fit de même. Désirant vaincre au nom de leur divinité, la suprématie continue de Nebula. Nebula était invaincu depuis 11 mois. Et s'il pouvait gagner aujourd'hui, il deviendrait le champion pendant 12 mois consécutifs. Cette bataille n'était rien de plus qu'une petite escarmouche. Et la victoire dans cette guerre entière dépendrait de la stratégie choisie et réalisée par le joueur contrôlant l'ensemble de la race. Chacune des armées était contrôlée par un véritable joueur. Et chacun d'eux choisissait un chemin de développement différent pour leur civilisation. La race des orques développait leur force physique, la magie et augmentait rapidement leur population. Tandis que la race humaine, sous le contrôle de Nebula, choisissait la voie de la technologie et possédait déjà des armes à feu et même des canons qui, en apparence, ne laissaient aucune chance à leurs adversaires primitifs. Cependant, grâce à la magie, les choses n'étaient pas aussi désespérées pour les orques. Les marches de guerre pouvaient arrêter les boulettes de canon volant vers eux. Cependant, c'était seulement le début. Et Nebula se préparait déjà à utiliser sa prochaine arme secrète. Il s'agissait d'une force aérienne qui pourrait anéantir l'armée ennemie de la face de cette planète. C'était certainement un problème pour son adversaire, mais il avait prévu quelque chose pour riposter. Avec quelques pressions sur son clavier virtuel, il invoquait une arme tout aussi dévastatrice. Grâce à sa spécialisation en magie, il pouvait invoquer une multitude d'éclairs célestes qui vaporisèrent tout simplement l'armée ennemie. Au fur et à mesure que la bataille se poursuivait, cela ressemblait à un jeu d'échecs, où seule une stratégie bien pensée et la connaissance de son adversaire pouvaient garantir la victoire. Peu à peu, Nebula atteignait un niveau de technologie semblable à celui de la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce qui lui permit d'utiliser des frappes aériennes massives pour éliminer toutes les armées ennemies au sol. En observant tout cela depuis son écran, il décida que tout ce dont il avait besoin était prêt et qu'il pouvait terminer le jeu. Après tout, il avait investi tant de ressources et de temps dans la recherche. Pour cela, il allait utiliser l'une de ses armes les plus puissantes, la frappe nucléaire. Tout ce qu'il avait à faire était de cliquer sur oui. À son commandement, les missiles nucléaires furent immédiatement lancés et une multitude de missiles balistiques intercontinentaux équipés de dizaines de têtes nucléaires. Tous ces missiles nucléaires furent lancés simultanément et se dirigèrent vers la base ennemie. Les orques terrifiés et inconscients ne pouvaient que pointer leurs doigts vers le ciel et fixer la mort qui volait vers eux. Cependant, le joueur qui les dirigeait était prêt, même pour une telle attaque, et riait doucement. Il demanda à Nebula, sur le chat vocal, s'il espérait qu'il ne s'était pas préparé pour cela. Rassemblant son pouvoir divin dans un point et serrant son spectre plus fermement, il activa immédiatement un sort de défense. Le système de défense anti-missile lançait des missiles depuis le territoire de sa nation pour intercepter les ogives nucléaires ennemies. Cependant, même cela faisait partie de ses calculs. Les défenses anti-missiles ennemies ne pouvaient pas suivre son rythme et son plan brillant pour la victoire. Cependant, il devait admettre que son adversaire était bien préparé et n'était pas du tout un amateur. Pendant que la défense anti-missile ennemie abattait les missiles nucléaires les uns après les autres, le ciel de Monde perdu était illuminé par de puissantes explosions. Nebula passa à la prochaine étape de son plan et lança un autre missile, plus grand que les autres,
Celui-ci ne vola pas directement vers la base ennemie, mais s'élança droit dans l'espace. Là, toutes les parties de la fusée se séparèrent et seule la tête nucléaire resta. Elle vola verticalement, droit sur la capitale de l'empire ennemi, plus précisément sur le temple principal où l'empereur résidait. Lorsque l'empereur Orc attendit la nouvelle du lancement de missiles nucléaires vers son pays, il se rendit au temple pour prier. Dans la vraie vie, dans une société, il pourrait sembler ridicule, voire pathétique, qu'un dirigeant face au danger prie un dieu pour son pays. Mais dans le monde perdu, c'était différent. Son adversaire accumulait autant de foi que possible, au lieu de consacrer des ressources à la recherche, tandis que Nebula développait ses armes nucléaires. Dans le monde perdu, les joueurs agissaient en tant que dieux. Ils pouvaient intervenir dans une certaine mesure dans les affaires de la race ou de la nation sous leur domination. À travers cela, ils cherchaient à étendre l'influence parmi les autres créatures du monde perdu et à gagner des disciples. Ces disciples produisaient une ressource appelée foi, permettant aux joueurs d'accomplir des miracles pour protéger leurs adeptes et les maintenir en sécurité. C'est pourquoi son adversaire avait choisi les orques comme race principale, car ils se reproduisaient rapidement et pouvaient produire beaucoup de foi. Cependant, même une attaque inattendue et ingénieuse ne surprit pas son adversaire. Celui-ci, regardant ses disciples, s'émerveilla de leur persistance dans la prière. L'énergie et la puissance obtenues de leur foi se transformèrent en un autre sort, et les nuages de fumée bleue commencèrent à entourer le missile qui approchait. Et en un instant, tout se transforma en un énorme poing qui saisit et arrêta le missile. C'était le poing d'une créature semblable à un orc et énorme comme le titan colossal. En regardant tout cela, l'adversaire a commencé à rire de Nebula et lui a rappelé qu'ici dans le monde déchu, la foi apporte toujours des résultats. Il était sûr que la victoire était dans sa poche et avait une ressource illimitée de fidèles partisans. Il ne courait aucun danger. Nebula, quant à lui, il était ennuyé, même si son adversaire n'était pas mauvais, et utilisait une bonne stratégie, connue parmi les joueurs sous le nom de stratégie du Saint-Orc. Son adversaire continuait à rire en toute confiance, demandant s'il pouvait le voir. Son avatar était maintenant juste à côté de son Saint-Orc invoqué. Il annonça fièrement que c'était sa propre stratégie du Saint-Orc, fraîchement optimisée. Ce joueur était le deuxième joueur classé sur le serveur et était maintenant confiant de sa victoire. Alors il suggéra à Nebula d'abandonner tout simplement. En regardant son adversaire détendu et riant sur l'écran, Nebula réalisa pourquoi il n'était que le deuxième joueur classé sur leur serveur. Il n'avait jamais atteint un rang plus élevé. La raison était qu'il était trop sûr de lui. Cependant, sa stratégie n'était pas parfaite et Nebula la connaissait très bien. Les orques avaient été choisis comme race principale pour augmenter rapidement la population, et à mesure que les croyants augmentaient, les ressources et la foi s'accumulaient également rapidement. Les technologies scientifiques et culturelles manquantes étaient conquises par l'invasion. Ce n'était pas une mauvaise stratégie, recevant constamment de bonnes critiques, car la grande quantité de foi accumulée et le grand nombre d'orques donnaient un avantage en matière de guerre. Cependant, il savait comment conquérir une telle stratégie. Bien que les orques sont une race facile à recruter, rassembler autant de foi était quand même un espoir. Cependant, les orques allaient avoir du mal à conquérir sa propre stratégie, car il avait choisi le ciel comme son champ de bataille, lui permettant de préparer librement des attaques cinétiques. Nebula respectait son adversaire et pensait que sa tentative de préparer un Saint-Orc spirituel était plutôt bonne. Cependant, il était encore trop évident, et grâce au fait que Nebula régnait sur les cieux et développait constamment sa technologie, il avait pu créer un satellite militaire contrôlé par l'intelligence artificielle, fabriqué à partir d'anciennes reliques. En utilisant l'espace infini au-dessus de la tête de son ennemi, il avait réussi à lancer un satellite avec une arme secrète, des tiges géantes en métal de tungstène. Bien qu'elles ne contiennent pas d'explosifs, elles pesaient chacune 10 tonnes. Au fur et à mesure de leur chute, elles se déplaçaient très lentement au début, mais bientôt, la gravité les accéléra au point où elles commencèrent à rougir à travers l'atmosphère. Son adversaire n'était pas prêt face à une telle chose. En regardant tout cela, il ne pouvait que jurer et maudire son ingénieux adversaire qui, après lui avoir jeté des missiles nucléaires, allait maintenant le finir avec une bombe cinétique venue de l'espace. Il donna un commandement désespéré à son Saint-Orc pour bloquer au moins la tige qui volait droit vers le temple avec l'empereur à l'intérieur. Pendant ce temps,
Nebula regardait ses tentatives pathétiques et savait que, même si ce n'était que quelques tiges de tungstène, rien de tout cela ne fonctionnerait. Une fois ancrées dans l'atmosphère, les tiges accélérèrent, tellement que la force de leur impact serait incomparable, même à celle d'une arme nucléaire. Malheureusement, malgré les efforts du 5 orques, il n'y avait rien qu'il puisse faire à ce sujet, et la tige passa simplement à travers lui, comme un couteau dans du beurre, ne rencontrant aucune résistance. Il était trop tard pour son adversaire, il ne pouvait plus rien, car une fois arrivé au sol, les tiges provoquèrent l'Armageddon. La capitale entière de son empire fut détruite, toute la population fut anéantie, mais surtout, une des tiges atteignit l'empereur Orc, et rien ne put le protéger. Même les innombrables sorts protecteurs lancés sur lui n'étaient pas suffisants. Il fut écrasé, laissant tomber son bâton de pouvoir. Le palais impérial et le temple souterrain s'effondraient également. Et maintenant, toute la foi que son adversaire avait accumulée avait disparu. Immédiatement, il fut entouré par de nombreuses notifications, indiquant que ses sorts perdaient de la puissance et disparaissaient faute de foi. Et quand la foi s'estompa, son apôtre disparut avec elle. Maintenant, son adversaire était confus, incapable de contrôler et de défendre sa civilisation. Le Saint Orc se dispersa. La capitale ennemie, ainsi que les grandes villes et les infrastructures commencèrent à exploser comme des feux d'artifice. Finalement, l'ennemi fut vaincu et Nebula fut à nouveau déclaré vainqueur. Une fois le match terminé, il remercia même son adversaire pour une partie bien jouée. Mais celui-ci ne voulait pas admettre la défaite et demanda désespérément une revanche. Il était confiant qu'il pouvait gagner cette fois-ci. Nebula regarda le moniteur. Une quête pour un autre jeu apparut, mais il n'était pas intéressé et quitta simplement le match pour de bon. Il se demanda maintenant pourquoi son adversaire ne s'était pas rendu immédiatement, mais avait gaspillé autant de son temps. Au début, il semblait même que son adversaire avait un atout dans sa manche, mais à la fin, il n'avait pas grand-chose à montrer. Il ne vit rien de nouveau dans ce match, mais cela n'avait pas d'importance. Après tout, en remportant ce match, il avait réussi à accomplir un exploit qui demandait à un joueur de rester premier du classement pendant 12 mois. Juste au moment où il s'apprêtait à se reposer, une notification soudaine attira son attention. Au début, il pensa que quelqu'un lui envoyait un message à une heure si tardive et se demandait qui cela pouvait être. Mais quand il cliqua sur la notification, un salut d'accomplissement étonnant apparut devant lui. Il s'avéra qu'il était le seul joueur à avoir accompli tous les exploits jusqu'à présent. Mais ensuite, il se demanda si cela signifiait qu'ils allaient lui couper l'accès à la bêta, car cela serait injuste. Le message suivant dissipa tous ses doutes. La période de test bêta était vraiment terminée et le jeu allait être ouvert à tout le monde. Cependant, grâce à ses réalisations, il avait la chance d'essayer le jeu avant sa sortie officielle. Il fut un peu surpris par cette offre, mais il aimait beaucoup le jeu et voulait voir à quoi ressemblerait la version finale. Ainsi, lorsque notification lui demanda d'entrer dans le jeu, il décida de l'essayer sans hésitation et appuya sur le bouton oui. Soudain, tout autour de lui devint sombre et il commença à tomber dans le vide, entouré de flux de code binaire. Il pensa qu'il avait perdu connaissance, mais ce n'était pas le cas. Lorsque sa vision se clarifia, le ciel nocturne, qu'il avait cru être dans un noir profond, n'était pas tout en fait vide, mais rempli de nombreuses étoiles. Il regarda tout autour de lui et réalisa qu'il était au milieu d'une sorte de temple spatial. Après réflexion, il se rendit compte que cela ressemblait davantage à une ruine. En regardant autour de lui, il se demanda s'il rêvait. Après tout, il ressemblait exactement à son avatar dans le jeu. Soudain, comme s'il lisait ses pensées, une voix retentit derrière lui, l'assurant que ce n'était pas un rêve. C'était une personne, portant une robe à capuche, son visage à peine visible. Elle annonça que le protagoniste avait également été choisi et l'appela par son surnom, Nebula. Pour commencer, elle décida de se présenter. Son nom était Aladdin. D'abord, elle répondit à la question logique de savoir comment elle connaissait son nom. Mais plus que cela, il était intéressé par quelque chose d'autre qui attira son attention. Un ensemble d'ombres floues qui se tenaient à proximité. Il se demandait qui ils étaient. La personne à capuche répondit qu'elle se demandait si certains joueurs se connaîtraient. Donc, pour que le jeu soit équitable, chacun devait cacher son visage et rester anonyme. Elle continua en disant qu'elle savait que tout le monde se demandait ce qui les attendait. Alors elle suggéra d'aller droit au but. Elle leva ses mains haut dans les airs, pointant vers une planète qui à première vue ressemblait étrangement à la Terre.
Nebula réalisa que ce n'était pas le cas. Il avait simplement vu cette planète beaucoup trop de fois. Et maintenant, il ne pouvait simplement pas la confondre avec autre chose. C'était le monde perdu, comme le précisa la mystérieuse personne. Ici et maintenant, dans l'immensité du monde perdu, tous les joueurs présents deviendraient des vrais dieux. Après tout, le jeu auquel ils avaient tout joué avant était basé sur le monde réel. Et tous ces innombrables matchs n'étaient que des parties d'entraînement pour celui qui allait commencer. Cela surprit tout le monde. Même si Nebula ne pouvait entendre aucun son des autres joueurs, il le ressentait très bien. Il y avait des gens qui se sentaient gênés par la nature embarrassante de cette déclaration. Le dialogue semblait provenir de la chaîne YouTube NKLN Manhwa. Néanmoins, comme ils n'avaient rien de mieux à faire, ils ont continué à écouter ce que Aladdin avait à dire. Ainsi, Aladdin leur expliqua que le monde perdu qu'ils connaissaient n'existe pas simplement dans le jeu. C'est une terre abandonnée par les dieux en raison d'un incident du passé. Autrefois, une brillante civilisation s'épanouissait. Différentes races vivaient en harmonie. Cependant, pour des raisons inconnues, les dieux l'ont abandonné. Et maintenant, c'est le moment des nouveaux dieux. Le jeu auquel ils jouaient avait été créé dans le but de trouver de nouveaux candidats adaptés à cette planète. En essayant simplement, ils peuvent devenir des dieux. C'est essentiellement comme le monde perdu auquel ils avaient joué, où au début, seules les créatures de base croiraient en eux. Mais s'ils réussissent à augmenter le nombre de leurs adeptes, ils pourraient devenir l'unique dieu de la planète. Et le monde deviendra le leur. Et ils pourront faire tout ce qu'ils veulent et réaliser tous les désirs qu'ils ont toujours rêvé. Devenir un dieu dans ce monde est réalisable. C'était une chance unique dans une vie. Mais les choses semblaient trop belles pour être vraies. Ils sentaient qu'il y avait quelque chose qu'Aladdin ne leur avait pas dit. Et c'est ainsi que Nebula demande les précautions à prendre avant d'abandonner. À sa grande surprise, s'ils abandonnent, ils retourneront simplement à leur vie quotidienne et perdront leurs souvenirs de cet endroit, ce qui était assez pratique. Nebula demande alors si c'est toujours la même chose s'ils abandonnent en cours de défi. Mais comme on pouvait s'y entendre, il n'était pas si généreux pour le permettre. Cela poussa Nebula à poser une question sur ce qui se passe s'il est battu par d'autres dieux. Et Aladdin répondit simplement que si ça arrive, il connaîtra une fin divine, digne d'un dieu, et qu'ils l'accueilleront. C'est ce à quoi Nebula s'attendait. Si c'était un jeu où le vainqueur pouvait tout obtenir, il était logique que les participants devraient risquer leur vie. Et si cette compétition du monde réel suivait le jeu, le monde perdu, on pourrait avoir risqué plus que sa vie. Mais cela ne faisait que le faire sourire. La sensation exaltante de mettre leur vie en danger rendrait ce jeu plus intéressant pour lui. Et donc, il n'y avait aucune raison pour lui d'abandonner maintenant. Maintenant que tout était clarifié pour tous les joueurs, Aladdin demande aux personnes qui envisagent d'abandonner de se manifester maintenant. Tandis que pour ceux qui veulent relever le défi, elle leur présente des cartes pour choisir l'endroit où ils commenceront leur voyage. En voyant cela, Nebula reconnaît que c'est vraiment comme dans le jeu. Le moyen de commencer le jeu, en choisissant une petite zone. Cependant, ses pensées sont interrompues lorsqu'il remarque que d'autres personnes abandonnent déjà. Cela a commencé avec quelques personnes, mais bientôt suivi d'autres. Avec cela, Nebula a commencé à compter combien de personnes restaient. Évidemment, le nombre initial de personnes qui étaient transportées à cet endroit était également le même nombre de joueurs que le monde perdu pouvait permettre sur une seule planète pour un seul match. Et c'était 32. Cela signifie que le nombre final de personnes restantes était de 27, ce qui était encore beaucoup de concurrence pour devenir le seul dieu de ce monde. Cependant, ses pensées sont à nouveau perturbées par la mystérieuse personne qui lui demande de choisir une carte en premier. Cela ne pouvait signifier que l'ordre dans lequel ils peuvent choisir est la même que leur classement. Il a l'honneur d'être le premier à choisir. Mais en soulevant la carte, ses yeux s'élargissaient lorsqu'il fut choqué de voir qu'il a obtenu cette petite zone de toutes les zones disponibles. Mais avant même qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, il a été instantanément transporté dans le monde perdu. Et dans sa petite zone désignée, où une belle verdure et un ruisseau pouvaient être vus. Et au sein de cette rivière, différentes créatures peuplent l'endroit. Une fois que le territoire et la terre étaient déterminés, les joueurs devaient décider de leur première espèce et tribu. Cependant, les habitants étaient plus différents de ceux qui se trouvent sur terre. Une grenouille verte était assise sans être dérangée dans l'eau et observait le magnifique papillon bleu. Elle ne détournait pas le regard de ce qui semblait être une proie potentielle. Mais la grenouille n'était pas intéressée. Les poissons
qui nageait sous ses pieds, était beaucoup plus attrayant. La grenouille attrapa sa proie avec ses mains, éclaboussant de l'eau tout autour de son voisinage. La proie était très grande. Un autre amphibien s'exclama. Il était clair, d'après leur voix, qu'ils étaient ravis, car le dîner de ce soir était du poisson. Se tournant vers le papillon bleu, volant à côté, ils conclurent qu'une telle espèce n'avait pas été vue dans leur voisinage auparavant. Mais était-il important maintenant? Ils n'allaient pas manger ces insectes désagréables aujourd'hui. Ce papillon s'avéra être le familier de Nebula. C'est ce qu'il a obtenu de ses cartes. La petite zone des insectes. Ce n'était pas des insectes au sens strict, mais plutôt une catégorie couvrant, dans une certaine mesure, plusieurs arthropodes et crustacés. Mais parmi les 32 petites zones qui auraient pu être sélectionnées, les insectes n'étaient pas très bien évalués et avaient en fait, selon les données réelles, le taux de victoire le plus bas. Mais il ne laissa pas cela l'affecter, car tout dépend de la manière dont on l'utilise. Il est même rétro-compatible avec les oiseaux, donc il est assez utile au début. Cependant, un autre problème se pose. Le point de départ, où il se trouvait, est à l'extrémité est du continent. Cet endroit avait un désavantage pour progresser. Cela signifie que les batailles ne se produisent pas très souvent au début. Il est donc presque impossible de tirer avantage d'un engagement précoce. Par conséquent, une stratégie agressive comme celle à laquelle il était habitué ne serait pas viable. Dans ce sens, il doit simplement se concentrer sur la recherche d'une espèce appropriée comme point de départ. Et une race qui se nourrit d'insectes serait un bon choix de départ. Comme ces hommes grenouilles par exemple. Mais ce qui le dérange de cette tribu, c'est son nombre. Le monde perdu permet à un dieu d'exercer une influence sur les créatures égale au niveau de foi qu'il possède. Cependant, plus le groupe est grand, moins les petits miracles sont pris en compte. Donc, même s'il peut être avantageux de gagner une grande tribu au début, il y avait le risque de consommer en vain tous les 10 points de foi sans voir de résultat. Et cette quantité de points de foi est bien trop petite pour avoir une quelconque influence sur le groupe d'hommes grenouilles. Avec cela, il chercha un autre groupe à proximité, le conduisant à se rendre dans un endroit plus désolé, où un petit groupe d'hommes lézards irait sans but. Cette espèce était également un excellent candidat, car les hommes lézards mangeaient aussi des insectes et peuvent survivre à des conditions extrêmes, contrairement aux hommes grenouilles. Il fut donc plus enclin à les observer de plus près. Cela lui fit remarquer comment leur nombre avait un peu diminué, ce qui était en réalité génial, car c'était exactement la quantité que Nebula voulait. À sa grande surprise, le groupe comprenait même des malades et des personnes âgées. Avec cela, il réalisa que ces hommes lézards provenaient d'un groupe original. Et la raison pour laquelle ils étaient dans le désert, c'est parce qu'ils ont dû être chassés de leur terre lors d'une lutte de pouvoir. Et à l'arrière de ce petit groupe, il y avait un jeune homme lézard blessé. C'était une configuration parfaite pour Nebula, car plus il se sentait abandonné par le monde, plus il sera facile de devenir leur divinité avec un petit miracle. Ils étaient des créatures si fragiles. Pourtant, avec une opportunité comme celle-ci, il décida de les soutenir et de placer tous ses espoirs sur ces lézards blessés. Quelques moments plus tard, le groupe d'hommes lézards continua d'errer dans cette terre stérile. L'épuisement se lisait sur leur visage. Heureusement pour eux, ils avaient rencontré une gazelle blessée sur leur chemin, qu'ils n'ont pas hésité à manger. Et comme cela faisait longtemps qu'ils n'avaient pas vu de viande, ils agissaient comme des sauvages et consommaient la gazelle frénétiquement, tandis que les blessés et les personnes âgées étaient assis sur le côté pendant que cela se produisait. Et juste un instant après, la gazelle autrefois vivante avait disparu en un instant. Tout ce qui en restait était ses os. Mais encore, les hommes lézards en bonne santé prévoyaient de la consommer jusqu'au bout, car la moelle osseuse sur ses os est également très délicieuse. Cependant, avant qu'ils ne puissent le faire, un autre de leur espèce arracha les os et leur dit qu'ils en avaient déjà assez et qu'ils devaient laisser ces restes à ceux qui ne peuvent pas chasser, même si ce n'était que des simples os. Les blessés et les personnes âgées en étaient reconnaissants et ils ne blâmaient même pas les autres car ils comprenaient pleinement leur situation. Mais contrairement aux lézards faibles, les plus forts remettaient en question la décision de Jane. Ils ne sont pas dérangés s'ils donnent les restes aux vieux ou aux jeunes. Mais ce gars-là, il était évident qu'il allait bientôt mourir. Sa blessure était déjà en train de pourrir. C'était déjà un miracle qu'il soit encore en vie, vu son état. Il aurait dû mourir depuis. Ils ne savent même pas comment il continue sans être à la crème. Mais même avec ce fait, la croyance de Jane est restée la même. Ce n'était pas simplement par sympathie, mais parce que ce lézard blessé nommé Larak était le seul à avoir affronté un tigre à dents de sable.
lorsque tout le monde avait tourné le dos et s'était enfui. Grâce à lui, il n'y a eu aucun autre dommage pour le groupe que ses blessures. Si ce n'était pas grâce à Larak, beaucoup auraient pu mourir ou être blessés. Et dans le pire des cas, tout le groupe aurait pu être décimé. Et bien sûr, les autres ont compris cela et ont apprécié ce que Larak a fait. Mais le fait demeure qu'il va bientôt mourir et qu'il n'y a pas assez de nourriture à partager. Après cela, Jay les a lancés qu'ils étaient sans vergogne, des fils d'ingrats. Mais cela ne semblait pas les déranger, car ils se préoccupaient davantage du raisonnement logique. Néanmoins, même avec de tels arguments, ils ont décidé de suivre son raisonnement, car on pouvait voir que Larak était toujours dans le groupe. Cependant, la nuit tombait, dans le groupe couché, les uns près des autres, Larak gisait seul dans un coin, et à cause de ses blessures, il lui était difficile de dormir confortablement. Cependant, cela lui permit également de remarquer immédiatement le papillon bleu volant juste au-dessus de lui et de le regarder avec curiosité. Cela le conduisit à voir le sommet d'une colline éclairée d'une lumière brillante. Et n'ayant rien d'autre à faire, Larak s'était levé et avait suivi la lumière étrange. En le voyant marcher au milieu de la nuit, les autres pensaient qu'il quittait enfin le groupe. Pourtant, c'était sa propre décision de le faire, dont personne ne l'arrêta. Et ils étaient simplement fixés sur ce qu'il allait faire ensuite. Tandis que Larak, d'autre part, s'accrochait à la dernière raison qui lui restait dans cette vie cruelle, qui était de suivre ce qui semblait être un éclair d'espoir. Mais en montant, il se demandait si c'était juste une illusion de son esprit dérangé, car il était le seul à réagir. Cela pouvait vraiment être le cas, et même si ce qu'il voit en ce moment signifie quelque chose, il se demande qu'est-ce que cela pourrait être et où cela le mènerait. Mais il n'a pas eu à se le demander longtemps. Dès qu'il est arrivé au sommet de la colline, ses yeux se sont écarquillés de surprise en voyant une colline de scarabées érigée comme une tour. Il ne s'envolait pas, il n'esquivait pas. Comme inoptisé, il grimpait, déterminé à devenir une proie facile eux-mêmes. C'était assez pour rassasier la faim de tout le groupe. Avec cette aide, un message est apparu devant Nebula, lui faisant savoir que les hommes lézards reconnaissaient cet événement comme un miracle, ce qui le soulagea de voir que les hommes lézards avaient tous trouvé la révélation. Et en voyant que les autres hommes lézards apprécient ce cadeau, la prochaine étape est de leur faire réaliser que ce miracle a été accompli par lui et de leur faire connaître son nom, sa divinité. À sa grande surprise, il semble qu'il n'ait pas besoin de le faire, puisque Larak a décidé d'annoncer lui-même le miracle, ce qui est compréhensible, car les individus avec une grande volonté ont tendance à s'occuper des choses eux-mêmes. Inopinément, avec un scarabée à la main de Larak, ils décidèrent de reconnaître la divinité en tant que dieu du scarabée sans nom, ce qui le surprit. Il s'attendait à ce qu'il le nomme papillon au moins, puisqu'il avait utilisé des papillons pour les guider tout ce temps. Mais scarabée, dieu, ça va aussi. Personne ne semblait avoir un grand nom au début. Tout comme une créature intelligente développe une civilisation et une technologie, le nom d'un dieu change aussi. Ils auraient peut-être remarqué sa divinité après le miracle, mais ce n'était pas encore suffisant. Et en les regardant, Nebula ne pouvait contenir son sourire, car il reconnut que Larak et cette tribu seront importantes pour lui. Et bien sûr, il allait aussi leur retourner la faveur. Si tout se déroulait selon ses plans, il serait capable d'atteindre ce qu'il voulait avec le prochain miracle.